Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par introduire un tout petit peu la discussion et en premier lieu, on voudrait, au nom du collectif et des intervenants, remercier le Festival du cinéma du réel, Catherine et les équipes avec qui on a été en contact étroit pour organiser cette table ronde. Donc, merci de nous accueillir. Comme on a regardé ce film ensemble, on voulait partir un petit peu du film qu'on vient de voir et qui pose, comme l'a dit d'ailleurs Catherine en introduction, la fameuse question du que faire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film, mais on n'a pas le temps là aujourd'hui. Mais en tout cas, ça pose cette question du que faire, de l'efficacité, des risques, des positions politiques et morales qu'on peut être amené à prendre dans toutes sortes de situations. Bon, là, la signature d'une pétition dans le cadre de la campagne boycott des investissements sanctions proposée au réalisateur Mehdi Fleifel, et qui se pose la question de à quoi ça sert tout ça, enfin, avec son ami. Et du coup, la table ronde d'aujourd'hui et une proposition pour continuer cette discussion qui commence avec son ami dans le film, probablement avec aussi d'autres arguments. C'était une autre époque, c'est pas si loin, le film date de 2018, et les positions qui sont exprimées dans ce film sont déjà, je suis pas sûre que ce soit le mot le plus adéquat, mais désabusées, désespérées en 2018. Évidemment, là on est en mars 2026, où peut-être s'il avait fait ce film maintenant, les positions seraient encore plus désespérées, puisque, on va quand même le redire, même si tout le monde le sait, mais que depuis 2 ans et demi, la bande de Gaza fait face à un génocide qui a des centaines de milliers de mortes et de blessés, des millions de déplacés dans toute la Palestine, mais aussi au Liban, en Iran, en Syrie, etc., qui représente l'aboutissement d'un projet de nettoyage ethnique et d'une politique expansionniste et coloniale à l'échelle régionale menée depuis plus de 70 ans, avec la complicité des pays arabes et occidentaux, évidemment, dont la France. Voilà, bon, c'est aussi des choses dont va parler notre premier invité. Mais évidemment aussi partout des résistances anonymes ou pas, que évidemment on salue et avec lesquelles on se déclare évidemment solidaire. Voilà, ça c'était pour rebondir un petit peu sur le film. Du coup, pour présenter en une phrase le collectif La Palestine sauvera le cinéma, on est un collectif de travailleurs et travailleuses du cinéma qui s'organise autour de plusieurs choses, et notamment la question du boycott culturel d'Israël. Voilà. Donc le boycott culturel, il prend racine dans un appel palestinien à la solidarité. C'est un appel qui a été lancé par la société civile en 2005 et qui a été c'est la naissance du mouvement boycott des investissements sanctions (BDS) qui a inspiré de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors c'est une stratégie de résistance et de lutte qui est très puissante, et donc le boycott culturel c'en est un élément clé. Et ce boycott culturel, il est porté par un volet académique et artistique de la campagne BDS. Donc c'est le PACB, le Palestinian Academic and Cultural Boycott of Israel. Alors évidemment, nous savons que le boycott culturel suscite des incompréhensions et des interrogations. Donc il est beaucoup moins évident pour beaucoup de personnes que le boycott économique. Et donc c'est pour ça que nous vous proposons aujourd'hui une discussion, une réflexion collective autour du boycott culturel pour mieux en cerner les enjeux. Pour essayer de répondre à cette question, pourquoi boycotter la culture ? Donc je vais présenter rapidement les intervenants. Donc nous aurons une première partie, question de point de vue, qui est présentée donc par Zber Zber, qui est un sociologue palestinien, chercheur associé à l'IREMAM, et qui a travaillé sur les questions de professionnalisation du monde associatif en Palestine, mais aussi des questions culturelles comme la littérature et l'art performatif. Ensuite, nous allons voir une vidéo de Salah Bakri, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est un comédien de cinéma et de théâtre palestinien et qui vient notamment d'une famille d'artistes palestiniens importante. Et ensuite, nous aurons une présentation d'Eyal Sivan sur boycotter l'exception. Donc, Eyal est un réalisateur et producteur de films documentaires, dont beaucoup portent sur Israël-Palestine.
Et il est entre autres co-auteur du livre Un boycott légitime pour le boycott universitaire et culturel d'Israël. Et aussi cofondateur du FRACBI, qui est la coordination française du boycott universitaire, culturel et sportif d'Israël. Et enfin, la dernière partie sera présentée par Olivier Marbeuf, qui nous parlera de la Palestine comme méthode. Donc Olivier Marbeuf est artiste, auteur, commissaire d'exposition et critique culturelle. Et ses travaux s'intéressent notamment aux conditions matérialistes de production de films décoloniaux. Voilà, donc je laisse la parole à Sbea. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux ce matin. Et j'essaye de tenir un peu voilà, de ce que je voulais dire en 15 minutes, et avec quelques extraits de films. Mais moi, je pense, la question que je me pose, ou qu'on me pose souvent, en fait, par rapport au boycott, je dis, pourquoi il y a tant de résistance concernant cette question de boycott des institutions, que ce soit à l'université, que ce soit dans le domaine culturel, ici en France, y compris lorsque certains chercheurs israéliens, entre guillemets, légitimes à parler, c'est eux qui ont le droit de parler, plus qu'un Palestinien, parce qu'il n'est pas vu, en fait, il est invisibilisé, il n'est pas légitime, y compris lorsqu'il y a des chercheurs israéliens qui disent, qui montrent le rôle de ces institutions dans la propagande et dans la manière dont cet État justifie non seulement la colonisation, mais encore un génocide en cours, et voilà, tout ce qu'on voit en direct. Comment c'est possible que les gens encore se posent la question, est-ce que le boycott est un bon moyen? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit... pourquoi existe un débat déjà? Pour des questions normalement qui vont de soi. Normalement, si on voit un génocide, la première chose, je ne sais pas si les gens arrivent à manger quand ils regardent un génocide en cours. Et surtout que cette question de boycott a été pratiquée ici en France il n'y a pas très longtemps. En Ukraine, on l'a vu en fait. Dès qu'on regarde les sites universitaires ici, les sites internet, il y avait tout de suite des consignes par rapport à ce qui se passe en Russie, la guerre en Ukraine, etc. Et c'est, comme on a dit, avec l'Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, on se pose la question? Est-ce qu'il faut encore un deuxième génocide? J'en sais rien. Mais je crois, en fait, qu'on utilise souvent des slogans comme « on ne va pas censurer la culture ». On veut utiliser, on veut établir un espace de dialogue pour la paix, ou encore, en fait, un slogan « l'art pour l'art », donc les cinémas ne se mêlent pas trop aux politiques, etc. Pour moi, ces slogans, ce sont des prétextes et qui dissimulent, en fait, si vous voulez, quelque chose d'indispensable dans l'analyse, qui est la question de domination. Parce que là, en fait, on est en train de parler des valeurs soi-disant universelles qui correspondent à tout le monde, à tout le temps, pour toutes les histoires, alors que ce sont les valeurs, la manière de voir d'une certaine élite des dominants. Donc là, en fait, on est vraiment Marx. En fait, il faut juste lire Marx pour voir on est dans l'idéologie. Comment on présente ces valeurs, paix, ces valeurs l'art pour l'art, comme si c'était quelque chose d'universel, en oubliant qu'on est en train de soutenir un rapport de domination et surtout en faveur de dominer. Donc, si vous voulez, moi je crois que le problème réside d'abord dans le regard. Un linguiste Saussure l'a dit, le point de vue crée l'objet. Donc on peut regarder l'objet, le même réel, de différents points de vue, mais on ne voit pas la même chose. Et du coup, il y a en fait, pour découper la réalité, on va utiliser des concepts, on va utiliser, il y a catégorie de perception, catégorie de voir, voilà, et des mots. Et la première chose que j'ai remarqué ici en France depuis mon arrivée, un mot qui était quasiment interdit d'en parler ici, voilà, c'était le mot colonial. Donc génocide, déjà, on a galéré pour parler. Aujourd'hui, on parle de génocide, mais en fait, je vous rappelle qu'il y a certains chercheurs qui ont été accusés au début, lorsqu'ils ont alerté des génocides, par d'autres chercheurs.
Donc, le mot colonial, le mot résistance, colonisation. Et pourquoi, en fait, il y a ce refus de ces mots? Parce qu'il y a un regard eurocentré, ici, qui dicte notre manière d'agir et même de découper cette réalité. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais un jour on peut en parler des heures là-dessus. Mais je voudrais rappeler une chose importante, que Israël est un projet colonial européen. Et ça ne date pas de 1948, ça date bien d'avant. Si vous voulez chercher des articles en français qui ont osé dire cette vérité, il y a un article orphelin de Maxime Rodinson qu'il a publié avec Sartre. Il fallait être Maxime Rodinson et Sartre pour publier en 1967 Israël fait colonial. Et donc dans cet article, Rodinson le dit que c'est un projet colonial. Et à l'époque, c'était à la mode, c'était l'esprit des Européens d'aller coloniser ailleurs. Donc n'importe quel Européen, il se trouve, en fait, c'était normal d'aller coloniser ailleurs. Et donc dans ce cadre-là, le projet colonial est un projet européen et les sionistes ont mis l'accent sur cette côté civilisationnel, en fait, si vous voulez. Parce qu'un siècle avant, Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, c'est le premier prix Nobel, c'est ça, de la paix. Mais lui, il était colon en Algérie et en Palestine d'ailleurs, au nom de croisades civilisationnelles. Donc vous voyez, en fait, c'était la colonisation chrétienne et juive de la Palestine. Après, on a enlevé chrétienne, les juifs étaient contre, voilà, bref, donc les sionistes, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du mouvement sioniste, mais y compris les fondateurs du sionisme parlaient d'un projet colonial, parce que c'était à la mode, c'était beau, c'était un signe de pouvoir, de civilisation. Donc, il fallait coloniser la Palestine, et donc ce mot n'existe pas dans le récit, en fait, le sens commun ici en France, et du coup, aussi, puisque le seul sujet, la seule histoire, c'est l'histoire européenne qui compte, c'est l'eurocentrisme. Donc on impose notre histoire à tout le monde. C'est aussi une histoire universelle. Si on déteste des gens, si on a massacré des gens ici, les autres font pareil. Il n'y a pas d'histoire parallèle. Il n'y a pas d'histoire d'autres personnes. Donc notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire universelle. Donc, je vais rappeler juste rapidement que ce problème d'universel existe en fait, ici en particulier en France, c'est le produit de rapports de force. Donc il faut mettre l'accent sur ce rapport de force. Et là on comprend parfaitement Orwell. Lorsqu'il dit la guerre c'est la paix, c'est la double pensée, parce que c'est le point de vue. Si on regarde lorsqu'on parle de la paix aux Palestiniens, en fait, c'est quelque chose de moral, c'est beau, c'est peace and love. Mais lorsqu'en fait, un Palestinien est en train d'être massacré depuis un siècle, lorsqu'on lui parle de la paix, on se fout de sa gueule. Donc vous voyez en fait le même principe universel. Et donc là, je rappelle aussi, l'art pour l'art, même en France, comme le montre Gisèle Sapiro, qui enseigne juste à l'EHS à côté, Gisèle Sapiro, elle montre que c'était une manière de contester les valeurs morales de la bourgeoisie de l'époque. On n'écrit rien, on parle de rien, alors que c'est juste pour contester l'art pour l'art. Donc c'est l'art pour l'art, c'est comme le dit Pierre Bourdieu, le sociologue français, c'est l'intérêt dans le désintérêt. Donc je montre un désintérêt alors qu'il y a un intérêt. Donc il faut chercher derrière le slogan, c'est à qui en fait sert ce slogan. Est-ce qu'on est du côté de dominant ou est-ce qu'on est du côté de dominé? Bien sûr, une autre personne qui lui a coûté cher d'en parler, c'était Deleuze. Il fallait aussi être Deleuze, dans Deux régimes de fous, je crois, dans le livre. Donc je vais fermer la parenthèse ici sur ce regard eurocentré qui veut
voir la Palestine à travers l'histoire européenne, à travers ses propres problèmes. Et donc, à partir de là, on va comprendre, on va catégoriser ce Palestinien lorsqu'il existe, parce que le Palestinien n'existe pas, y compris depuis Balfour, en fait, la déclaration Balfour. Vous savez, 99% des habitants de Palestine depuis le XXe siècle, c'était voilà, palestiniens, quelle que soit leur religion. Il les a qualifiés de non-juifs, donc par négation. Donc le Palestinien n'existe pas. Et lorsque, en fait, on est sympa, on est libéraux, voilà, etc., ils sont des Arabes, perdus ici par hasard. Donc c'est une terre sans peuple. Bah, voilà, pour un peuple sans terre, c'était le slogan fondateur. Donc ça a coûté un peu cher à Godard, peut-être parce que vous êtes dans le cinéma, lorsqu'il a commenté deux photos. Le photo de juifs qui arrivent de l'Europe et donc le Palestinien chassé, et donc il a dit voilà la réalité a deux visages, comment il a osé en parler. Alors il n'a fait que question d'équilibre, même il a juste gardé aussi un regard plus ou moins, je dirais encore européen, parce qu'il n'a pas pris le point de vue d'un Palestinien qui voit quelqu'un qui arrive aussi, ça c'est important. Et donc dans l'histoire, il y a Walter Benjamin qui dit quelque chose de très important. Il faut conceptualiser l'histoire à partir du point de vue des vaincus, des dominés. Et donc c'est ça le regard que j'essaie de proposer ici pour vous montrer en fait le regard d'un point de vue palestinien et pas le regard qui est dominant ici, qui ne voit que les Palestiniens à travers des stéréotypes comme terroristes, barbus, je ne sais pas quoi. Mais terroriste, ce n'est pas une invention d'ailleurs. Donc là, je passe rapidement à la question coloniale. Pourquoi c'est important et comment on peut comprendre le rôle des cinémas palestiniens à travers cette analyse. Ce n'est pas un effet de décor colonial, ce n'est pas pour faire joli et ce n'est pas une question rhétorique. Colonial, ça veut dire ça nous permet de saisir la réalité palestinienne et comprendre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a un siècle. Alors, on ne l'a pas vu en direct, maintenant on l'a vu. Alors, vous êtes au courant, hein? Donc, tout le monde est au courant. Donc, moralement, on ne peut pas dire, oui, on n'a pas vu. Génocide, maintenant on en parle, mais la mission est accomplie. Donc, peut-être je demanderai maintenant, en fait, l'extrait du film de Fida'i, s'il vous plaît, et après, je commente cet extrait. מטה אש"ף בביירות, חיילי צה"ל מוציאים מכאן מקורני של מזרעה, משאיות טעונות תיקים ומסמכים, במרוץ נגד השעון לקראת יציאת צה"ל ממערב העיר, כנראה עוד השבוע. C'est des extraits de ce film qu'il a pris à la télévision israélienne. Donc ils l'ont filmé, mais ils ne l'ont pas diffusé, ces extraits. Et ça montre comment on a tout simplement volé les archives de l'OLP à Beyrouth. Donc ça, c'est important de savoir. Et cette question de vol, moi, je l'ai vécu personnellement parce qu'on n'avait pas le droit en fait, d'avoir des livres ou n'importe qui parlent de la Palestine à la maison. On risquait la prison à l'époque. Et en 1948, on cherchait même aussi les photos familiales. Il fallait en fait effacer toute trace d'une existence avant 1948. L'histoire commence en 1948. Et il n'y a plus, en fait, il n'y a pas avant. Donc c'est là, même juste, j'aimerais bien en fait introduire trois caractéristiques de cette condition coloniale qui est en Palestine. La première chose, et ça on l'oublie souvent, alors c'est très important, c'est un ordre qui a été imposé par la violence, par la force, par les militaires. Et cette force ne vient pas de nulle part, c'est une force, on voit aujourd'hui c'est les Américains, mais à l'époque aussi, c'était les puissances internationales. Donc, il ne faut pas oublier que l'ordre établi en Palestine, c'est un ordre établi par la force. Ce n'est pas par des slogans et ce n'est pas par ces forces matérielles. Deuxième chose, il n'y a pas de frontière de ce projet. Si vous regardez, vous voulez vous amuser en fait avec les résolutions de l'ONU ou je ne sais pas quoi, en fait, 47, 48, 67, 93, zone A, B, C, H2, je ne sais pas, ça ne se termine jamais. C'est des frontières qui se dessinent en fonction de la conquête militaire. Aujourd'hui, on parle de Liban, Sud-Liban, ça continue. Donc, c'est des frontières errantes. Et c'est une conquête permanente de l'espace.
Et troisième élément, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le temps confisqué. Le temps confisqué, ça veut dire effacer le passé de ces Palestiniens, les archives, réécrire l'histoire, mettre à jour l'histoire. Deuxième chose, confisquer le présent par le checkpoint, par la mise en attente dans une situation d'incertitude d'une manière permanente, comme dans les camps des réfugiés, sur les checkpoints immobiles, etc. Dans les prisons, on confisque le temps, en fait, voilà, prison administrative 6 mois renouvelable à vie. Et donc, ce qui permet, en fait, aux Palestiniens de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, on confisque l'avenir. Donc, ni passé, ni présent, ni avenir. Et le cinéma joue un rôle important. Je ne sais pas, c'est pas à moi de vous le dire. Donc, si vous voulez, ces 3 caractéristiques, lorsque un Palestinien appréhende sa réalité, sa vécu comme ça, bah, il n'y a qu'une seule mission pour le cinéma, c'est de résister et lutter contre la condition coloniale. C'est logique. C'est ce qu'il a fait Rassan Ganafani, l'écrivain le plus connu chez les Palestiniens, qui a été assassiné d'ailleurs à Beyrouth en 1972 avec sa nièce. Et donc, lui, il a résumé tout ce débat à l'art pour l'art, etc. L'homme, c'est la cause. Et donc, il a dit, voilà, moi, je suis devenu un homme politique parce que j'étais littéraire. Ce n'est pas l'inverse. Il a suivi Marx en disant, voilà, je m'intéresse à la politique parce que je m'engage pour la littérature. Et la littérature, s'il n'a pas un rôle à faire dans cette question de révolution, ça ne sert à rien. Parce que là, la littérature, comme le cinéma, en fait, ils vont le reprendre avec leur communiqué, le groupe de cinéma, ça saisit le réel. Il ne fait pas l'impasse sur le réel. Donc le cinéma du réel, c'est le cinéma qui saisit le réel. Et si on veut saisir le réel, c'est une réel de résistance. Et donc la mission principale, c'était d'abord contredire le récit officiel qu'on a infligé aux Palestiniens, que c'était des barbares, incivilisés, etc. Et tout ce récit, en fait, si vous voulez, classique de colonialisme, pourquoi on est allé en Algérie, c'est pour les civiliser, ou pourquoi on a détruit l'Irak, c'est pour la démocratie, et pourquoi on attaque l'Iran, c'est la même chose. Donc voilà, si vous voulez, c'est le même récit. Et là, en fait, le rôle de cinéma, comme le rôle de la littérature, c'est contribuer à cette révolution. Donc, si vous allez traduire un communiqué de cinéastes palestiniens 72, vous allez trouver révolution, lutte, etc. et comment saisir le réel. Donc, à partir de là, on a rendu cette question de domination, on l'a pris au sérieux. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre en fait les 2 photos et je termine avec le cinéma de Fidaï. Et donc là, le rôle... en fait, comment le Palestinien voit le cinéma? Ben voilà, le cinéma, c'est tout simplement, c'est la poursuite de la lutte. Vous allez me trouver, oui, mais il y a certains films, oui, d'accord, en fait, parce que les Palestiniens, on ne peut pas les essentialiser juste, voilà, il y a une seule position. Il y a d'autres, par des questions pragmatiques, qui n'arrivent pas, en fait, à porter cette mission. D'autres, sous la pression de bailleurs de fonds et les institutions occidentales, changent la narration parce qu'en fait, on essaye de produire ce qui convient et ce qui peut être reçu, et non pas ce qui dérange. Et donc, si vous voulez, là, on comprend parfaitement le rôle du cinéma et son lien avec la résistance. Parce que c'est une question de regard. Donc, ce que je vous demande, avant de penser à cette question de boycott, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est capable, on n'est pas capable, je ne sais pas quoi, en fait, oui, on a une fausse illusion aussi d'être en démocratie, je ne vais pas rentrer en détail, mais le plus important, je dirais, il faut déconstruire votre regard et de prendre au sérieux la question de la domination. Et là, on parle d'une domination coloniale et donc d'une colonisation, de peuplement et de remplacement. Et le remplacement ici, ce n'est pas le sens qu'on utilise ici en France. C'est un véritable remplacement parce que les historiens palestiniens comme israéliens plus tard ont montré comme quoi le transfert organisé, c'était organisé depuis les années 30 sous le mandat, ce qu'on appelle le mandat britannique, et donc qui a eu lieu. On a vu en fait ça en 1948, là on a chassé les Palestiniens, et là en fait c'est un projet qui continue. Donc si vous voulez, tout ce qu'on présente comme rupture le 7 octobre, après 7 octobre, Oslo, pas Oslo, c'est une continuité. Donc on est vraiment dans une continuité, dans un même projet depuis un an. Donc là,
je ne sais pas si moralement on peut se poser la question. En fait, la question, c'est pas je suis pour le boycott ou contre le boycott, je me mets de quel côté? De côté de dominant ou de côté de dominant? Et là, en fait, c'est une question d'intérêt, à vous de voir. Merci. Juste pour, du coup, on va voir une petite vidéo de Saleh Bakri, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qu'on avait aussi convié à cette table ronde, que Lola a présenté tout à l'heure. Et c'est juste pour dire, il va en parler un petit peu dans sa vidéo, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, puisqu'il parle depuis ce point de vue. Saleh Bakri donc, vient d'une famille de Palestiniens de 48, et donc c'était juste pour rappeler qu'est-ce que c'est, parce que c'est une position spécifique. Et donc les Palestiniens, qu'on dit les Palestiniens de 48, c'est en fait aujourd'hui les descendants des Palestiniens qui n'ont pas été expulsés de leurs terres, qui sont restés sur leurs terres au moment de la Nakba en 1948, et qui représentent aujourd'hui j'ai trouvé ces chiffres, 1,7 million de personnes, donc à peu près 20% de la population de l'État d'Israël. Et donc il parle depuis cette place spécifique qui est celle qu'il expérimente en tant que comédien de cinéma et de théâtre. Voilà. مرحبا، أنا صالح بكري، ممثل مسرحي وسينمائي فلسطيني. ولدت بفلسطين وما زلت أعيش بفلسطين. أعيش في الجزء اللي احتلوه عام 1948. أنا واحد من 2 مليون فلسطيني بقيوا متجذرين في وطنهم وما زالوا صامدين في هذا الوطن. إحنا بنعيش تحت احتلالين، احتلال للمكان وللحيز، واحتلال للهوية وللثقافة وللرواية. يعني أنا مضطر أحمل الجواز الإسرائيلي وممنوع أحمل جوازي الفلسطيني بحكم القانون الإسرائيلي. ممنوع أتعلم تاريخي ومضطر أتعلم التاريخ الصهيوني في المدارس الابتدائية والثانوية، وممنوع نجيب سيرة النكبة، التطهير العرقي، تهجير غالبية الشعب الفلسطيني، تدمير أكثر من 500 قرية ومدينة فلسطينية. كل هذا ممنوع نتعلمه. ممنوع نحكي روايتنا بحرية من خلال المسرح والسينما بدون ما نتعرض لملاحقة ومنع وتضييقات ورقابة ومراقبة. ويعني أكبر يعني مثال على هيك قضية أبوي مع فيلم جنين جنين. أبوي محمد بكري الله يرحمه اللي توفى قبل 2.5 شهور عمل فيلم اسمه جنين جنين عن اجتياح مخيم جنين عام 2002 اللي وثق فيه تدمير المخيم ومأساة الناس في مخيم اللاجئين في جنين. وتم ملاحقة الوالد لمدة 20 سنة وأكثر لحد ما منعوا الفيلم وأدانوه وأجبروه أنه يدفع مبالغ طائلة لجندي احتلال بتهمة تشويه سمعة. فنان يدفع لجندي احتلال مبالغ طائلة بتهمة تشويه سمعة، يعني مضحك مبكي. لكنه استمر وعمل فيلم آخر سماه جنين جنين ردا على اجتياح المخيم عام 2023 قبل الإبادة بالمناسبة، وردا على الملاحقة. لكن الفيلم جهز بعد المونتاج بوقت الإبادة، وبوقت الإبادة أجت الشرطة منعت الفيلم دون أمر محكمة. هذا النظام اللي احنا عايشين فيه، نظام اللي تأسس على تدمير ممنهج لحياة الفلسطيني عام 1948 وتهجيره، وفلت من العقاب. لم يحاسبه أحد. يعني حق العودة هو حق في الأمم المتحدة، يعني معلن، لكن لم يتحقق من 48 لليوم. وفلت الإسرائيلي من العقاب إلى أن تحول إلى نظام فصل عنصري، وفلت من العقاب مرة أخرى، وتواطأ العالم مع نظام الفصل العنصري إلى أن تحول إلى نظام إبادي. يعني هذا تطور طبيعي للإفلات من العقاب. فإحنا مستمرين رغم كل شيء. أنا اليوم يعني كفنان كممثل فلسطيني أنا محروم من جمهوري الطبيعي، محروم من حضور جمهوري الطبيعي، ولذلك لا يمكن أنه أشوف نفسي بدون جمهوري الطبيعي. أنا ممثل وبدي جمهوري الطبيعي يكون حوالي، يكون حاضر.
ولذلك سأستمر في المقاومة إلى آخر نفس، وسأورث هذه الروح لابني ولكل من أتعامل معه من زملاء وفنانين. مش معقول يعني غالبية الشعب الفلسطيني اليوم بريد فلسطين. يعني أنا قاعد في حيفا محروم، في 5 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة وفي غزة وفي مخيمات اللاجئين في الأردن وفي سوريا وفي لبنان. هذول ممنوعين من الحضور، هذول الجمهور الطبيعي. أنا ممنوع أروح على غزة. أهل الضفة ممنوع ييجوا على حيفا يحضروني. أهل غزة أنا ما بقدرش، ما حدا بيقدر، كله مسكر تماما، 17 سنة حصار. أهل المخيمات في العالم العربي ممنوعين من العودة لفلسطين، ممنوعين الحضور هون. فكيف لي أن أعيش كممثل؟ كيف لي أن أطور نفسي كممثل؟ كيف لي أن أبدع وأن أحلق دون جمهوري؟ يعني أنا أستمد قوتي وأستمد ثقتي بنفسي وأستمد حبي للفن ومن جمهوري. طريق يعني صعبة ومليئة بالأعباء، ولكن مستمرون. ما في عندنا خيار آخر. إذا عندكم خيار آخر قولوا لي. ولذلك نحن نناشد العالم من خلال حركة المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل إنه كل أصحاب الضمير يوقفوا معنا كتف إلى كتف ويد بيد حتى إنهاء هذا الاحتلال، تيمنا بحركة المقاطعة أيام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا اللي أسهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، واقتداء بها يعني بنناشد العالم يوقف معنا، وكل صاحب ضمير المفروض يوقف معنا. لأنه إذا إسرائيل نفذت وأفلتت من العقاب بعد اللي صار في غزة اللي أنا لليوم مش قادر أستوعبه، معناته وداعا أيها العالم، يعني عن جد، يعني باي باي. شو بدنا في هيك عالم فيه يعني القوي يستطيع أن يأكل الضعيف بهذه الأريحية؟ يعني شو فايدته؟ يعني شو لا أنا يعني لا، هذا عالم لا أريد أن أحيا فيه. ولذلك سأقاوم حتى يحق الحق للشعب الفلسطيني ويعود إلى وطنه، ونعيش جميعا بسلام ووئام، كل الشعوب وكل الديانات وكل الثقافات. وفلسطين واسعة وكبيرة وتتسع للجميع، واللي بيقول غير هيك كذاب وطماع وعنده أطماع استعمارية إمبريالية. فلسطين تتسع للجميع، وإحنا بنتأمل إنه فلسطين تصير نموذج للمجتمعات البشرية الصحية والمعافاة والمبدعة والخلاقة، واللي هي جزء من الحضارة الإنسانية على هذا الكوكب. شكرا.